Bien, ben, nous passons à la dernière présentation. Cette fois-ci, on élargit un petit peu le débat puisqu'on va traiter du syndrome d'éloge des membres supérieurs chez le sportif. Diagnostic et prise en charge par le Dr Coudreuse. Alors, il y aura quelques redites par rapport à la présentation d'hier sur le syndrome d'éloge des membres inférieurs. Donc, c'est une approche très clinique, c'est une approche de médecine du sport. Je ne suis pas vasculaire. Et s'il y a des redites, vous allez voir aussi qu'il y a quand même des éléments qui sont très différents. Et on pourrait résumer les choses en disant qu'il y a deux éléments. Premièrement, il faut y penser. Et deuxièmement, il faut savoir conseiller notre patient. Alors historiquement, bon, bien sûr, c'est Volkmann qu'on a parlé le premier en 1881. Ensuite, il faut arriver en 1975 pour que Whiteside commence à faire des mesures de pression. Et puis, je cherchais quoi mettre dans l'historique, donc j'ai tapé sur Google. Et quand vous tapez sur Google « syndrome de Loge », ce n'est pas les sites médicaux qui apparaissent, c'est des sites de motards. Donc c'est pour vous dire à quel point cette pathologie qui, pour les médecins, est une pathologie finalement assez méconnue, eh bien, dans certains sports, c'est une pathologie qui est très très connue. C'est un problème contenant-contenu, comme pour le membre inférieur, avec une augmentation de la pression intramusculaire. Alors il y a les formes aiguës qui sont irréversibles, ce n'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui, et puis il y a ce syndrome chronique qui est réversible. Alors, on a 3 loges au niveau de l'avant-bras, une loge antérieure, une loge latérale, une loge postérieure, avec une membrane interosseuse et 2 expansions aponévrotiques. Donc d'un point de vue anatomique, vous voyez, globalement, si on simplifie, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas des grands anatomistes, ben, on a les extenseurs et on a les fléchisseurs du poignet. Et ça, c'est un élément très important dans l'approche clinique de ce syndrome de Loge. C'est la même chose que pour le membre inférieur. C'est-à-dire que le patient, il ne va pas venir vous voir en vous disant « j'ai un syndrome de Loge ». Ça, c'est le privilège des vasculaires qui sont parmi nous. Parce que quand le patient vient les voir, déjà, le diagnostic est fortement suspecté. En médecine générale, en médecine du sport, vous avez un patient qui vient parce qu'il a mal aux avant-bras. Et donc, ce n'est pas forcément le syndrome de Loge que vous allez penser en premier. Vous allez vous demander s'il n'y a pas eu un traumatisme, une entorse. Très souvent, dans l'immense majorité des cas, c'est des tendinopathies, des anthésopathies. On sait que notre examen clinique doit nous permettre d'éliminer des lésions ostéochondrales, des lésions articulaires au niveau du coude, qui vont donner des symptomatologies très proches, mais on a également des lésions neurologiques. On a des vraies lésions musculaires, soit la lésion musculaire classique, soit les DOMS, les courbatures, qui vont apparaître, elles, 24 à 48 heures après l'effort sportif. Et enfin, il y a d'autres pathologies vasculaires qui peuvent aussi donner ces douleurs. Et puis, il y a ces syndromes de Loge. Donc, vous voyez que le syndrome de Loge, finalement, c'est une toute petite case dans toutes ces douleurs d'avant-bras du sportif. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vrai, mais on a quand même des éléments pour y penser. L'interrogatoire, très souvent, comme pour les membres inférieurs, va nous permettre de faire le diagnostic. D'abord, sur la durée d'évolution. La durée d'évolution, elle est très variable. Je dirais qu'elle est très variable selon les sports, parce qu'il y a des sports où le diagnostic est tellement facile pour eux, les motards, qu'en général, ils n'ont pas besoin que ça évolue depuis longtemps pour faire le diagnostic, parce que de toute façon, parmi les copains, il y en a plein qui l'ont eu. C'est comme le nerf scapulaire chez les volleyeurs, il y en a chez 15 à 25%. Donc dans un vestiaire, globalement, vous en avez 2 ou 3 qui ont un trou dans l'épaule. Donc le diagnostic, il est fait facilement. Par contre, quand vous n'êtes pas dans ce sport-là, la durée d'évolution, elle peut être beaucoup plus longue, parce que les gens, spontanément, ne vont pas y penser. Est-ce que ça entraînait un arrêt du sport? Pourquoi? Est-ce que c'était à cause des douleurs? Et quel type de geste est douloureux? Et ça, ce sera très intéressant de le détailler dans l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des examens réalisés? Quels sont les traitements qui ont été effectués? L'interrogatoire, c'est très souvent des patients sportifs. On peut presque dire que c'est l'apanage des patients sportifs ou de gens qui vont vraiment utiliser leur avant-bras de façon très importante. Il n'y a pas de début brutal, il n'y a pas eu de claquage, il n'y a pas eu de traumatisme, etc. Ça, c'est un élément qui va vraiment nous mettre sur une piste déjà de douleur chronique. C'est souvent bilatéral, pas forcément, mais c'est souvent bilatéral, avec une topographie qui va être très évocatrice. Et puis, bien sûr, il faudra éliminer les douleurs inflammatoires nocturnes, parce que ces gens-là, ils ont aussi le droit d'avoir des maladies rhumatismales ou des pathologies tumorales. Les éléments cliniques, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'au dernier congrès de la SFMS, pour la première fois, il y a un étudiant en desk qui a fait la liste des signes cliniques et qui a commencé un début de validation des signes d'interrogatoire en les confrontant à la survenue, à la prise de pression de syndrome de Loge. Et en fait, ça nous a rassurés parce que finalement, on s'est aperçu qu'on n'était pas si mauvais dans la clinique des syndromes de Loge et tout ce que les cliniciens suspectaient depuis des années, c'est en train d'être confirmé par cette étude qui va bientôt être publiée.
C'est une douleur qui va survenir lors d'un effort très caractéristique. Et c'est le même effort pour chaque patient. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que votre patient il va pouvoir faire plein de choses, mais quand il va prendre sa moto, au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, il ne pourra plus. Il va être obligé de s'arrêter. Et c'est rare d'avoir des douleurs en sport qui obligent à s'arrêter. Souvent, les gens, ils ont mal, vous avez une tendinopathie, ouais, vous continuez à jouer, ça tiraille un peu, mais finalement, les gens ils vous disent « ouais, une fois que c'est chaud, ça passe ». Dans le syndrome de Loge, une fois que c'est chaud, ça ne passe pas. Et on va retrouver très peu de sports finalement. Alors, on les cite, c'est toujours dangereux parce qu'il suffit de les citer pour qu'il y en ait un nouveau qui apparaisse, mais globalement, c'est les motards, c'est les véliplanchistes, c'est les cyclistes, mais les cyclistes qui ont vraiment une grosse prise de pression au niveau des poignets, donc souvent c'est le VTT. Et puis, cette douleur qui oblige à s'arrêter, c'est une douleur qui va quasiment disparaître à l'arrêt de l'effort. Ça, c'est très évocateur du syndrome de Loge. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle diminue très très fortement. Et puis, dans certains cas, on a une ambiance un peu neurovasculaire, neurologique, avec des petites paresthésies. Et surtout, bien sûr, on a des crampes, une sensation de tension musculaire. Quand il vous décrit la tension musculaire, il faut lui demander si quand il appuie, est-ce que c'est vraiment, le muscle est réellement dur ou pas. Et là, vous avez quasiment fait votre diagnostic. Votre examen clinique, il est fondamental. Il est fondamental, pas pour faire le diagnostic de syndrome de Loge, mais pour éliminer tout le reste. On n'a pas de douleur à la palpation, pas de douleur à l'étirement, pas de douleur au test isométrique. Et si on les détaille les uns après les autres, c'est très important de les faire. Les épicondyliens, c'est l'extension du poignet, coude tendu et coude fléchi. Ça, ce sera indolore, parce qu'on est en phase non douloureuse, alors que s'il a une épicondylite, il va bondir au plafond. Les extenseurs communs des doigts, c'est la même chose, coude fléchi, coude tendu. Et puis le cubital postérieur, l'inclinaison cubitale du poignet. Pour l'autre loge, j'ai oublié, l'étirement des épicondyliens également est indolore, et la palpation, le plus souvent, sera indolore également. Pour les épicondyliens médiaux, le petit frère, à la face médiale du coude, eh bien, l'étirement va être indolore, même si parfois, quand ils ont ce syndrome de Loge, ils aiment bien prendre cette position-là, parce que ça étire en fait les muscles qui sont tendus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de ces épicondyliens, c'est que les muscles principaux épicondyliens, ce n'est pas les fléchisseurs du poignet, c'est la pronation du poignet, c'est le rond pronateur, le muscle le plus spécifique. Donc c'est un muscle dans les douleurs du coude qu'il faudra toujours tester, c'est très simple, c'est coude fléchi, et on demande une pronation contre résistance. Ces tests-là seront également négatifs, ainsi que les autres tests des épicondyliens médiaux, la flexion du poignet. Donc vous voyez, ces diagnostics différentiels sont beaucoup plus fréquents, ces tendinopathies, mais en fait, avec un bon examen clinique, un bon interrogatoire, eh bien, on arrive à faire le diagnostic et à éliminer les autres diagnostics, en particulier ces pathologies vasculaires et ces tendinopathies. Il y a d'autres diagnostics qu'il faudra éliminer, c'est les lésions musculaires, mais là, il n'y a pas de début brutal, c'est les atteintes neurologiques, et là, clairement, l'examen clinique sera suffisant, et puis il faudra se méfier des DOMS, des courbatures, des douleurs post-effort, qui sont liées à un travail excentrique un peu inhabituel, mais qui ne vont pas survenir pendant l'effort, mais 12 à 48 heures après l'effort. Les examens complémentaires, c'est essentiellement la prise des pressions intramusculaires qui permet de confirmer le diagnostic. Donc ça, il faut que ce soit fait par un médecin ou dans un centre spécialisé qui a une grande habitude de ce type d'examen. Il y a d'autres examens qui peuvent être faits, mais enfin, actuellement, c'est l'examen de référence. Ensuite, c'est la prise en charge. Donc la prise en charge, c'est une discussion, parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de traitement médical. Nous, en rééducation, dans 99% des cas, nos patients, on va d'abord leur faire de la rééducation, on va en guérir une grande partie, et puis ceux qu'on ne guérit pas, on va leur proposer d'autres traitements, dont les traitements chirurgicaux. Dans le syndrome de Loge, il n'y a pas de traitement médical réellement efficace. Le traitement médical, il peut servir à faire patienter un petit peu, à faire réfléchir, mais on ne guérit pas un syndrome de Loge avec un traitement médical. Donc le seul traitement, il est chirurgical. Et là, il y a une vraie discussion, parce qu'en fait, on va opérer quelqu'un pour qu'il puisse continuer la pratique d'un sport. Donc ça, c'est, comme pour le syndrome de Loge des membres inférieurs, une discussion éthique, une discussion humaine, de savoir si le patient est prêt à ça. Il y a des patients qui sont tout à fait prêts à ça, en particulier les motards, qui sont parfois des malades mentaux et qui sont prêts à tout pour continuer à conduire leur moto. Mais c'est important de bien leur expliquer les tenants et les aboutissants du traitement. Donc il faudra que le patient, avec vous, fasse un choix. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une chirurgie pour continuer
à faire du sport. Dans les syndromes de loge chroniques, ce n'est pas une nécessité médicale. Il peut très bien garder son syndrome de loge chronique. Il y a le problème de la cicatrice. Et puis, il y a le problème de l'adaptation des activités physiques. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de traitement médical, mais en fait, il y en a un. Et ça, c'est le conseiller, en fait. Après le penser au diagnostic du syndrome de loge, c'est conseiller dans le syndrome de loge. Et si on réfléchit bien à ce qu'est un syndrome de loge, c'est une seule loge qui est sollicitée. Ce n'est pas toutes les loges de l'avant-bras. Et là, il y a des sports, on peut s'en sortir. Par exemple, si vous prenez la planche à voile, si vous avez un patient qui a une prise de wishbone sous le wishbone, il va se servir essentiellement des fléchisseurs du poignet. Donc il va avoir mal parce qu'il va travailler ses muscles épicondyliens médiaux. Si vous faites ça, vous prenez une barre par en dessous et que vous serrez, vous allez voir, c'est toute la loge antérieure de l'avant-bras. Le seul moyen de le guérir, ce patient-là, c'est de lui demander, au lieu de prendre la planche par en dessous, de prendre le wishbone par au-dessus. Et là, il ne travaille plus avec sa loge antérieure, il travaille avec ses muscles épicondyliens. Donc il pourra se faire son tennis elbow, sa tendinopathie des muscles épicondyliens, il sera très content, vous le reverrez pour autre chose, mais là, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Donc il y a une réflexion à avoir dans ces syndromes de loge. Autant dans le syndrome de loge des membres inférieurs, on n'a pas de solution d'adaptation parce qu'on ne peut pas changer un groupe musculaire par un autre, autant parfois dans le syndrome de loge des membres supérieurs, c'est possible. Bien sûr, la moto, il ne va pas s'amuser à prendre le guidon par en dessous, parce que sinon vous allez le revoir pour une traumatologie beaucoup plus lourde, mais dans certains sports comme la planche à voile, vous pouvez vous en sortir. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'intérêt de l'examen clinique, qui non seulement vous permet d'éliminer les autres diagnostics, mais peut permettre dans certains cas une adaptation du geste sportif. Donc au départ, ça paraît être une situation assez difficile, avec un diagnostic tardif dans certains sports, un examen clinique qui est pauvre pour le syndrome de loge, mais qui est riche pour éliminer les autres causes de douleur des avant-bras. L'interrogatoire est vraiment très important et c'est surtout un échange avec le patient qui vous permettra de choisir avec lui la meilleure voie. Je vous remercie de votre attention. Oui. J'avais une question sur la pathogénie du syndrome des loges. Est-ce qu'on a des éléments Alors moi, je suis pas du tout, j'ai aucune compétence en vasculaire. Moi, c'est les vasculaires qui m'ont expliqué. Il y a un contenant, il y a un contenu. Il y a une augmentation du volume musculaire à l'effort. Et en fait, il n'y a pas d'autre solution, si vous voulez, que d'ouvrir cette loge, de faire une aponévrectomie et pas une aponévrotomie, parce que l'aponévrotomie, ils nous ont expliqué aussi qu'on avait des risques de mauvaise cicatrisation, de fibrose. En fait, il y en a un certain nombre qui ne guérissaient pas parce que la loge, elle se refermait, et donc il fallait enlever une petite lame aponévrotique, mais là, les vasculaires sauront beaucoup mieux que moi répondre à cette question. Mais c'est vraiment un problème contenant-contenu. Et une deuxième question aussi sur l'interrogatoire. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui reprend le sport, qui faisait du sport intensif, jeune, et qui le reprend à 40, 50 ans avec le vieillissement des structures peut-être. Alors, je ne crois pas que ce soit le fait de reprendre qui soit un facteur de syndrome de loge, mais c'est une très bonne question parce que la reprise, c'est un facteur de blessure, en particulier tendineuse. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la survenue de tendinopathie, c'est une cassure dans les habitudes. Donc ça peut être un changement de sport, un changement de geste, un changement de raquette, n'importe quoi, ou un changement d'intensité. C'est-à-dire on passe de 1 heure par semaine à 5 heures par semaine, et c'est comme ça qu'on se fait sa tendinopathie. Dans le syndrome de loge, je ne pense pas que ce soit le changement qui crée la lésion, c'est simplement que c'est un terrain, et ce n'est pas ce qui fait ce sport-là que ça va se révéler. D'autres questions pour le Dr Coudreur ? Les résultats du traitement chirurgical. Pardon ? Les résultats du traitement chirurgical, c'est aussi contrasté que le syndrome thoraco-brachial ou c'est mieux ? Enfin, moi je suis toujours très gêné sur les résultats dans la littérature des traitements chirurgicaux. C'est pas pour pas répondre à votre question, hein, mais je pense que c'est toujours une question d'indication en fait. Je pense qu'on a des très bons résultats si on a des très bonnes indications. Moi, les motards que j'ai vus qui avaient le vrai syndrome de loge, la loge antérieure, etc., qui étaient opérés, le résultat il était fabuleux. Après, quand on commence à étendre les indications, et voilà, là on a des moins bons résultats, mais c'est un problème d'indication, mais on pourrait l'appliquer, je pense, au syndrome du défilé thoraco-brachial, où quand on a un vrai syndrome, ce qui arrive finalement assez rarement,
le résultat du traitement chirurgical est très bon. Quand on a quelque chose de bâtard, il est moyen. Moi, je dis toujours à mes patients, vous avez plein d'échelles. Il y a plein d'échelles scientifiques pour évaluer les traitements. Il y a une échelle, c'est la seule dont je me sers, c'est l'échelle du bon sens. C'est-à-dire que si votre membre supérieur, votre genou, sur 10, fonctionnellement, il est à 1 ou 2, vous allez vraisemblablement bien améliorer les choses avec un traitement chirurgical. Si vous êtes à 6, 7, 8, vous ne l'améliorerez pas. Donc sur un syndrome de loge qui ne parle pas beaucoup, etc., moi je ne le ferai pas opérer. Je ferai vraiment opérer ceux qui sont très invalidants. Une dernière question. Oui, c'est pour compléter en fait sur l'efficacité. Ce syndrome de loge-là, là où je l'ai vu traiter le plus, c'était à Aix-en-Provence. Il y a un chirurgien orthopédiste qui a fait le Paris-Dakar, tout ça, qui connaissait beaucoup de motards et qui en faisait peut-être 4-5 par semaine. Et ils étaient tous très contents post-opératoire, ils n'avaient plus mal, ils se parlaient entre eux, ils venaient même directement voir le chirurgien quand ils n'avaient pas de cicatrice sur les avant-bras pour être traités, parce qu'au bout de 15 minutes, 30 minutes d'enduro, ils n'arrivaient plus à passer les vitesses ou accélérer, ils avaient l'air très satisfaits. Alors, quelle est la part psychologique, quelle est la part? En tout cas, ils étaient tous... Non, je pense qu'ils mettent des contraintes énormes sur leur loge antérieure d'avant-bras et qu'ils n'ont pas d'autre solution en fait pour continuer à mettre cette contrainte énorme que de se faire opérer. S'ils se font opérer, dans l'immense majorité des cas, ils vont mieux. Je pense que c'est un bon traitement chirurgical. Et moi, je ne suis pas du tout pro-chirurgical. Très bien. Bien, nous arrivons au terme de cette session. J'aimerais remercier l'ensemble des orateurs pour la qualité de leur présentation. Et je crois que je vous invite à la pause maintenant.